Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Elis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc ici, Elis est un spécialiste dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène. Donc ici, notre entreprise ici, selon notre analyse ici, notre analyse sera basée par rapport à cette entreprise ici sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le free cash flow, le nombre d'actions, le PE moyen, ainsi que la qualité du dividende, si dividende il y a. Donc ici, donnez-moi juste un instant, je vais juste effacer ça ici, ça ne concerne pas notre entreprise. Donc on va aller rapidement. Stabilité ou croissance des revenus. Donc ici, on se rend compte qu'on a une croissance des revenus. Il faut poser la question dans les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance? Est-ce que c'est une croissance par acquisition ou bien de manière organique? Donc ici, le volume de croissance est aux alentours de 10% sur les 10 dernières années. D'accord? 15% sur les 5 dernières années. On peut déjà constater qu'avant, la pandémie est passée par là. Donc avant cela, on avait 19% de croissance. Mais c'est comment une compagnie qui a une croissance par acquisition. D'accord? Donc ici, on a une croissance par acquisition, certainement, parce qu'on ne peut pas quitter le 46, 41, après on redescend à 5%, ça n'a pas de sens. Donc c'est généralement une croissance par acquisition. Donc ici, après ça, nous allons regarder ici, quand on prend la croissance ici, moi je dirais, au niveau de la croissance, je prendrais 0. D'accord? Juste pour nous faciliter la tâche. Maintenant, si vous pensez qu'on peut aller plus loin que ça, c'est à vous de voir. Mais de toutes les façons, vous ne pouvez pas prendre en considération la croissance sans déjà lire les rapports financiers. Donc, la croissance, dans tous les cas de figure, si on la prend ici, c'est par rapport au passé. Or, le passé ici prend en considération les différentes acquisitions. Donc, il est très difficile d'estimer une croissance future, surtout quand c'est une croissance par acquisition. Sauf pour si peut-être le management vous donne un objectif. Donc, ici, on prendra 0 juste pour simplifier la tâche. De toutes les façons, si croissance il y a, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Donc, au niveau des revenus ici, pour faire simple également, je constate que la pandémie est passée par là, mais on remonte peu à peu. Donc ici, c'est une entreprise qui a la possibilité de revenir déjà au moins à ses revenus de 2019. D'accord? C'est la raison pour laquelle je prends ici 3 milliards 300, juste pour arrondir les choses. D'accord? Parce qu'ici, on constate qu'on était présentement en pleine croissance et quand la pandémie est passée par là, ça nous a un peu ralenti, mais on est revenu. D'accord? Donc ici, on va prendre 3 milliards 300. La dette nette ici, comme je vous l'ai dit, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc ici, quand je prends selon mon logiciel ici, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne une dette nette aux alentours de 3 milliards 600. 3 milliards 600 en termes de dette nette, parfait, on va noter ça ici. 3 milliards 600. OK. Au niveau du PER moyen, alors, c'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur du nettoyage. Donc, c'est le nettoyage et l'hygiène, donc généralement, ça dépend, c'est vraiment des contracteurs à la fait. Donc, ils peuvent, par exemple, avec des hôpitaux, ils ont des contrats, par exemple, pour nettoyer les blouses, pour faire le ménage dans les bâtiments, etc. Ainsi que dans les aéroports, ils peuvent également avoir des contrats. Donc, ça dépend réellement. Surtout les entreprises qui ont des employés qui utilisent généralement des tenues. Donc, ces tenues-là sont généralement nettoyées par un spécialiste. Et également, je pense qu'ils ont un service pour fournir également certaines tenues. Donc, c'est un business simple à comprendre, d'accord? Donc, je prendrai ici 17. D'accord? 17, 20 et 22 fois les bénéfices. On a une préférence ici pour 17, 20 et 22 fois les bénéfices, avec une préférence pour 20 fois les bénéfices au maximum. D'accord? Donc ici, il faut également constater une chose. Quand on va arriver au nombre d'actions ici, donc on arrive au nombre d'actions, on constate que c'est une entreprise qui émet beaucoup d'actions. Donc sans doute également, c'est lié à ses acquisitions. Déjà, on va vérifier depuis combien de temps elle existe. Donc depuis 2015 qu'elle est en bourse. Donc présentement ici, 2015, donc on va dire 2020. Donc vous voyez complètement que ici, on a émis énormément d'actions. Entre 2016 et aujourd'hui, on a presque le double. Donc notre logiciel ici nous dit qu'on a à peu près 237 millions d'actions. Ici, oui, 227 millions d'actions. OK, on va aller vérifier ici. Mon Insta nous dit 237 millions d'actions. Donc, quand on regarde ici, est-ce qu'on a l'habitude de racheter des actions, ce qui m'étonnerait beaucoup. Donc, on va se dire qu'on a à peu près 227 millions d'actions. Mais dans tous les cas de figure, il faut lire les rapports financiers pour ça. Donc, je peux également aller sur Yahoo Finance. Donc, le temps de voir ça ici. Yahoo Finance, Elis. Voilà, Yahoo Finance. Donc, il faut toujours vérifier avec plusieurs sources, mais toujours prendre en considération ce que le management pense. Donc, aller lire directement dans les rapports financiers. Donc, ici, c'est juste pour nous faciliter la tâche, pour ne pas qu'on commence à manipuler plusieurs documents comptables ici. Donc, ici, on va aller directement sur les agrégateurs. On se constate que ici, Yahoo nous mentionne combien. D'accord? On va aller juste voir ça ici. Où est-ce que ça se trouve? J'ai du mal, en fait, quand c'est en français. Ici, voilà. Actions en attente. Est-ce que c'est de 224 millions d'actions? Ok, on va se dire que ça va. On mentionne 224 millions d'actions ici, donc ça pourrait être ça.
Donc ici, j'aurais bien aimé qu'on nous donne cette information à ce niveau-ci, mais elle n'est juste pas disponible ici. Donc on va la prendre comme ça. Donc au niveau de la dette nette sur EBITDA, ici, au niveau de la dette ici, je vous avais dit valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Ici, vous faites 6,5 qui est la valeur d'entreprise, moins la capitalisation boursière qui est 2,9, d'accord. On constate ici qu'il nous reste une dette nette aux alentours de 3 milliards 600. Donc ici, on avait mentionné combien? 3 milliards 600. Donc exactement ça, c'est parfait. Donc ici, au nombre d'actions, on va le prendre également comme ce que le logiciel indique ici. Donc dans tous les cas de figure, c'est correct. 10 millions d'actions en différence, c'est 5% de différence. C'est pas que c'est pas important, mais ça ne va pas fausser nos résultats enfin, il n'y aura pas énorme. La marge d'erreur à peu près n'est pas aussi grande, d'accord. Donc maintenant, au niveau des free cash flow, d'accord. Quand je prends les free cash flow, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas pris les PER à ce niveau. Premièrement, les PER ici ne prennent en considération les net income. Donc, quand on va regarder les PER, vous voyez que les net income ici ont tendance à fluctuer. D'accord, drastiquement. Ce qui veut dire que quand on va regarder l'évaluation ici sur une longue période de temps, vous allez constater qu'on a 87 fois les bénéfices sur 5 dernières années, 25 fois les bénéfices sur les dernières années. Or, je ne peux pas payer cette entreprise à 25 fois les bénéfices. Vu que je n'ai même pas l'information par rapport à l'industrie ici, donc ce qui complique encore un peu plus la tâche. Mais je vous avais déjà montré comment le faire avec Guru Focus. Donc, quand on revient ici sur notre analyse, donc c'est pour ça que j'ai pris 17, 20 et 22. Et plus vous comprenez ce que l'entreprise fait, plus vous savez à quel niveau de PER je dois me situer. Parce que ne donnez pas les PER de 25, c'est des PER légèrement qu'on trouve dans les compagnies technologiques qui ont moins de dépenses en capital. Donc si généralement, je vous dirais même que j'ai même été gentil en prenant même un PER de 22 parce que j'aurais pris même 15, 17 et 22. D'accord? Parce que je sais que c'est une entreprise, voilà, dépendamment, c'est pas qu'elle est cyclique, mais voilà, c'est pas un secteur ultra défensif non plus. Mais voilà, l'hygiène, on en a toujours besoin, même quand ça va mal, ces bâtiments auront besoin d'être entretenus et je pense que Elis est là pour durer. Maintenant, il faut savoir combien est-ce que ça vaut. Donc, au niveau des free cash flow, vous constatez ici que Morningstar nous dit qu'on a des free cash flow de 387 millions. D'accord? En moyenne, les free cash flow en termes de marge ici, ça revient aux alentours de 12%. Donc, on va se dire en moyenne 10%. Mais si on se limite à Morningstar, on fait une grosse erreur. Et je vous ai montré pourquoi. Faites attention surtout avec les compagnies européennes. Les compagnies européennes, ça n'a pas encore été ajusté normalement chez les agrégateurs comme Morningstar, dans le sens où les loyers ne sont pas pris en considération au niveau des dépenses, des revenus opérationnels. On doit mettre une charge ici, ou bien les intégrer directement dans la dépense en capital. D'accord? Mais quand on vient les mettre à ce niveau, ça fausse les résultats. Parce que normalement, au lieu d'avoir des free cash flow de 388 millions, on devrait avoir des free cash flow aux alentours de, je vous donne le véritable calcul ici. Donc, vous devez faire ici, ici, donc 962 millions, d'accord, 962, donc je vérifie, moins la dépense en capital de 553 millions, d'accord, moins 157 millions dans Other Financing Activity. Donc, Other Financing Activity, en fait, si vous allez lire les rapports financiers, c'est l'intitulé pour les loyers. D'accord? Or, les loyers, je ne les considère pas comme un financement en tant que tel. C'est une charge. Parce on utilise déjà le bâtiment présentement. D'accord? Donc ici, c'est pour ça que je dis 252 millions, c'est le free cash flow. Et 252 millions, quand vous prenez par rapport aux revenus, on va se dire, voilà, si je prends par rapport pas les revenus aux revenus actuels, donc la moyenne, on est aux alentours de 7,5% par là. D'accord? Donc, quand je reviens dans les rapports financiers, d'accord, parce que j'ai au moins pris la peine d'aller vérifier l'information. Donc, quand je regarde ici, le management m'indique qu'on a 228 millions. 228 ici, et on avait décidé, ici, ça nous donnait à peu près combien? Donc, on avait calculé à peu près vers ce montant-là. Donc, je vais juste prendre ici au niveau de la présentation, le rouleau. Le rouleau ici, fenêtre, voilà, afficher le rouleau papier. Donc, notre dernier calcul ici, ça nous donnait combien? Voilà, 957. Donc, on va le prendre ici. J'ai oublié le calcul. 962 moins 553 moins 157. Voilà, 252, ici 228. Je vais juste aller revoir ça ici. Si on a à peu près cette information-là, bon, on va se dire c'est correct. La marge d'erreur, voilà, c'est 30 millions de différence, c'est vrai, ça peut changer les calculs. Mais voilà, je suis en train de faire une estimation ici. De toute façon, quand je regarde les rapports financiers, on constate ici que c'est 228, 216 ici. Donc, je prends ce que le management me dit. D'accord? Donc, au niveau des free cash flow, c'est bien. Ils donnent les free cash flow. Ils vous donnent à peu près le calcul ici. Donc, quand vous allez prendre 228 ici, divisé par les revenus de 221, divisé par les revenus de 2021, d'accord, pour avoir la marge. Donc, ça nous donne ici à peu près 228 divisé par
30, 48. Donc, on arrive ici 7,5%. Comme je l'avais dit, 7,5, 7,6, comme on avait calculé ici. On est dans la moyenne. 7,5% par là. Donc, les free cash flow sont de 7,5%. D'accord? C'est ce que je vais mettre ici. 7,5. Au niveau du dividende, on va y revenir parce qu'il y a également beaucoup de choses à dire sur les dividendes. Donc, maintenant, on a tous nos éléments en compte. 7,5% de 3 milliards 300, ça donne combien? 7,5 de 3 milliards 300, on arrive à un total ici de 247 millions. Je vais mettre à 248 millions pour arrondir. Donc ici, c'est PER et ici, c'est free cash flow. Donc, on a calculé ici nos free cash flow ici de 200, on avait calculé combien? On revient sur le calcul ici, 248 millions. D'accord? Donc, je vais mettre 248 millions. D'accord? 248. Donc, 248 millions, c'est 7,5%. D'accord? De 3 milliards 300. 3 milliards 300 ici, c'est le revenu qu'on a eu en 2019. Mais vu qu'on n'a pas pris en considération la croissance, c'est que 2020 est une année exceptionnelle dans le sens où, voilà, on a perdu de l'argent, mais ce n'était pas de notre faute à la fin de la journée, c'est par rapport à la conjoncture. Donc, on se dit qu'on peut revenir à des niveaux corrects. Dans tous les cas de figure, vous devez lire les rapports financiers. Comment est-ce que l'inflation va affecter cette compagnie-ci? Comment est-ce qu'elle va se comporter par rapport à ses différents clients? Qui sont les différents clients en tant que tels? Parce que si les différents clients se retrouvent, par exemple, je prends un exemple dans l'industrie automobile, c'est une industrie qui va souffrir en période d'inflation. D'accord? À la fin de la journée, si c'est une industrie qui va souffrir en période d'inflation, techniquement, il y a des charges qui vont couper. Donc, si on a des charges liées au nettoyage, c'est pas moi, du plancher, on peut renégocier le contrat afin de pouvoir économiser au maximum. Donc, il faut lire les rapports financiers. Faites attention. Donc, ici, on a 248 millions de free cash flow multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, qui est de 3 milliards 500, ici 3 milliards 600 par là. Ça donne ici une valorisation de 2,72 €. 20 fois les bénéfices, ça donne 5,99 € et 22 fois les bénéfices, ça donne ici 8,18 €. Donc, au prix actuel, l'entreprise serait surévaluée. J'ai une tendance à aller aux alentours des 20 fois les bénéfices. Donc, pour moi, la valeur serait aux alentours de 6 € l'action. 6 € l'action. Et ça, c'est parce qu'il y a une dette énorme. C'est pour ça que si vous prenez uniquement le PER, d'accord, multiplié par les free cash flow actuels, vous allez vous dire que, ok, ça va donner une capitalisation aux alentours de 248 multiplié par 20, ça donne ici 4 milliards 960, d'accord, vous divisez par le nombre d'actions ici, qui est de 227 millions, vous allez vous rendre compte que, ah oui, on a 21, ça donne une valorisation aux alentours de 22 € par exemple ici, et alors que l'entreprise ici vaut aux alentours des, voilà, le prix actuel est de 12,77 €, donc on a une opportunité d'investissement. Faites attention. C'est pour ça que je dis toujours, vous ne pouvez pas prendre en considération le PER sans prendre en considération la dette. C'est très important parce que la dette change tout. Deux entreprises qui ont la même marge bénéficiaire, le même revenu, mais qui ont une structure financière différente, un niveau d'endettement différent, n'ont pas la même valeur, n'auront pas le même PER. Donc, enfin, vous pouvez leur mettre le même PER, mais ils n'auront pas la même valorisation. D'accord? Parce que quand vous allez maintenant diviser par exemple ici, quand on vient ici sur ce calcul-ci, admettons qu'on prend maintenant le 248 ici, d'accord? 248 divisé par le nombre d'actions, 227, ça donne ici un rendement par un bénéfice par action de 1,09 €, d'accord? Quand vous prenez par rapport à la capitalisation, imaginons que l'entreprise ici cote à 6 €. Donc, si vous faites 6 € divisé par 1,09, ça vous donne ici ça va vous donner un PE de 5,5. Et vous allez vous dire, ah waouh, l'entreprise est sous-évaluée. Mais vous ne vous rendez pas compte en question que le PER actuellement prend déjà en considération la dette. C'est la raison pour laquelle il est bas. Donc un PER bas, pris sans prendre en considération la dette, ne vous donne aucune information importante. D'accord? Donc Elis n'est pas une opportunité d'investissement. Et encore, ce qui m'énerve dans cette compagnie, et c'est ça généralement l'aberration du dividende. Je vais aller dans les rapports financiers. D'où l'importance de lire les rapports financiers. Je vais faire la recherche dividende. Donc, je fais CTRL F et je cherche dividende. D'accord? Parce que selon ici, alors, nous allons voir ici, voilà. Selon Yahoo Finance, on va payer un dividende de 37 centimes d'euros par action. Ce qui correspond ici à un rendement de 2,9%. Mais est-ce que vous vous posez la question à savoir, une entreprise qui est endettée à près de 2 milliards 900, pourquoi est-ce qu'ils vont payer près de 3 milliards 600? Ils vont s'hasarder à payer près de 2 milliards, 2,90%, enfin pas 2,90%, 37 centimes d'euros par action. Ça représente combien? On a 224 millions ici, en termes de nombre d'actions, multiplié par 37 ici, ça vous donne ici aux alentours de 82 millions. Près de 82 millions qu'on va jeter par les fenêtres. Donc, on va payer un dividende en date d'aujourd'hui, alors qu'on peut prendre ce dividende-là pour payer pour repayer une partie de la dette. Et quand on va en situation où
Les taux d'intérêt augmentent. Le refinancement sera de plus en plus cher. Donc, la dette va être de plus en plus chère. C'est-à-dire que la marge bénéficiaire va être de moins en moins élevée. Donc, les free cash flow vont être de moins en moins élevés. Et vous vous amusez à payer un dividende de 37 centimes. Moi, je pense que ce management doit être... Franchement, quand je vois ça, c'est un management à mettre à la porte. Ce dividende n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. Donc, le dividende est une allocation du capital. C'est avec le free cash flow qu'on paye la dette. C'est avec le free cash flow qu'on repaye le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on fait des acquisitions. Mais quand vous avez une énorme dette, je pense que la priorité, c'est de rembourser la dette. Parce que quand on rembourse cette dette-là, ça permet à l'entreprise d'être plus solide en période de récession. Donc, si la récession est prolongée et que les consommateurs, les clients de cette entreprise sont impactés négativement, elle va souffrir. Est-ce que je vais m'hasarder à investir dans cette compagnie en date d'aujourd'hui? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ce dividende n'est même pas safe. Il va être coupé. Il doit être coupé. D'accord? Donc, Elis ici a une mauvaise politique d'allocation du capital. Franchement, le management, par rapport à... Franchement, c'est zéro. Je ne sais pas pourquoi il s'amuse à faire ce genre de choses-là, mais je ne me serais pas amusé à payer un dividende avec une situation actuelle, une situation financière aussi désastreuse. Pas dans le sens où il ne gagne pas d'argent, mais dans le sens où le niveau d'endettement est trop élevé. D'accord? Et il serait plus intelligent de réduire cette dette-là. Regardez, quand on arrive à l'onglet dividende ici, regardez ce qu'ils disent par rapport aux dividendes. Ils n'ont pas payé de dividendes entre 2019, 2020 et 2021, mais ils prévoient payer un dividende en 2022. D'accord? Dans cette année de 37 euros. Donc, la politique d'allocation du capital est totalement nulle ici. Il faut mettre à la porte ce genre de personnes-là. Moi, en fait, quand je dis mettre à la porte, je réagis toujours comme si l'entreprise m'appartenait au total. Parce que quand j'achète une seule action, je suis comme un propriétaire d'action. Je suis comme un propriétaire, je réagis un peu comme le propriétaire de l'entreprise. Je veux absolument que l'entreprise soit gérée dans l'intérêt des actionnaires. Et l'intérêt des actionnaires, c'est d'abord la bonne santé de l'entreprise. Parce que si l'entreprise est en mauvaise santé et qu'elle vous paie un dividende, ne vous inquiétez pas, vous allez perdre de l'argent. Donc, faites attention aux dividendes. C'est l'arbre qui cache la forêt. Questionnez la politique d'allocation du capital. Allez plus loin que ça. Faites un peu les choses différemment. D'accord? Ne soyez pas un mouton. C'est pour ça que je dis toujours, lisez vos rapports financiers. Si j'avais été malhonnête, je vous aurais dit non, l'entreprise est surévaluée ou bien sous-évaluée. Je prends le PER, je multiplie, je divise par le nombre d'actions. Et regardez, personne ne fait ça. Vous pouvez aller vérifier, personne ne prend en considération. Très rares sont les gens qui prennent en considération la dette quand ils font la valorisation d'une entreprise. Or, ça change tout. C'est très facile à faire, mais ça change littéralement tout. C'est pour ça, généralement, que je ne peux pas avoir le même avis que tout le monde. Et je ne vous demande pas d'avoir le même avis que moi, mais posez-vous les bonnes questions. D'accord? Donc, Elis, ici, aujourd'hui, ne représente aucunement une politique une opportunité d'investissement. Pour moi, c'est la valeur de l'entreprise aux alentours de 6 euros l'action. Donc, si l'entreprise va en dessous de 6 euros l'action, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Mais avec la politique d'allocation du capital actuelle, je ne fais pas confiance à ce management. Et dites-vous que si vous n'avez pas confiance à un management, ça va vous bousiller l'entreprise. Regardez AT&T. Si vous avez été actionnaire à AT&T, je ne sais pas si vous gagnez beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Mais le management actuel, moi, je ne lui faisais pas confiance. Même s'il a pris la bonne décision de spin-off le Warner Media. D'accord? Donc, allez plus loin que les états financiers. C'est vrai que les états financiers, si je vous avais peut-être pas donné l'information par rapport au free cash flow, vous serez peut-être trompé en vous limitant ici. C'est l'information généralement que je donne. Mais j'essaye en fait d'essayer de susciter en vous des interrogations. Pourquoi? D'accord? Ne vous limitez pas à ce qui n'est pas important. D'accord? Il y a trop d'informations ici. Les informations les plus importantes, c'est la taille du marché, les marges, les compétiteurs, le niveau d'endettement, la politique d'allocation du capital, la stratégie à long terme du management. Le reste, ça n'a pas d'importance. Quand quelqu'un va vous dire qu'ok, on essaie d'aller dans le domaine de l'hydrogène, c'est bien. L'argent est où? La rentabilité, c'est combien? D'accord? Donc, pour Elis, on va se limiter là. Ce n'est pas une opportunité d'investissement. Et franchement, votre argent serait mieux et serait utilisé votre argent mérite un meilleur véhicule d'investissement que cette entreprise-ci. D'accord? Évidemment, le prix pourrait aller plus loin que 12 euros ici aujourd'hui. Mais ça, j'appelle ça purement de la spéculation. Parce qu'en date d'aujourd'hui, je sais pertinemment quels sont les éléments qui font à ce que je sois réticent à investir dans cette compagnie. Et tant que ce n'est pas réglé, je n'y investis pas. Donc, quand je vais lire les rapports financiers qui sont là, je vais poser les bonnes questions. D'accord? Donc, poser les bonnes questions, c'est la seule manière pour vous de gagner de l'argent en faisant du stock picking. Si vous n'êtes pas capable de le faire, un ETF,
un minimum de travail par mois parce que ça demande quand même du suivi, d'accord? Sélectionnez un bon ETF, éviter les ETF thématiques, d'accord? Et voilà, restez tranquille. Mais si vous faites du stock picking, faites le travail nécessaire. Parce que cet argent-là, vous n'avez pas gagné au loto pour l'investir. D'accord? Je pense que c'est votre temps. Et le temps a de la valeur. Et si vous perdez cet argent-là, c'est du temps que vous ne pouvez pas récupérer. Et la véritable richesse sur cette terre, c'est le temps. D'accord? Merci à vous. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.